Notre émission spéciale consacrée à l'examen de la réforme de la retraite continue. Évidemment, on va évaluer maintenant la mobilisation des grévistes à l'avant-veille d'une nouvelle journée de manifestation. La France est-elle à l'arrêt? Première réponse, Flora Sauvage. Les poubelles qui s'empilent dans les rues de Paris. Au 3e jour de la grève reconductible dans plusieurs secteurs de l'économie, le mouvement a été levé dans la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon en Normandie, où les expéditions de carburant ont repris. Partout ailleurs, dans les raffineries, la grève a été reconduite, mais il n'y a pas de pénurie à la pompe à ce stade. Sur 200 dépôts de carburant, 5 étaient bloqués mercredi soir. Dans les transports, le trafic à la SNCF s'annonce fortement perturbé ce week-end. Après la 6e journée de mobilisation mardi, les syndicats réclament le retrait de la réforme et une rencontre avec Emmanuel Macron. Quand il y a des millions de personnes qui sont dans la rue, quel est le rôle du président de la République? De jeter de l'huile sur le feu ou de calmer le jeu et de dire « Oula, bon, on va regarder, peut-être que je me suis trompé ». Du côté des lycées, la mobilisation reste limitée. Le ministère de l'Éducation a comptabilisé 15 établissements bloqués et 7 partiellement. Lycéens et étudiants ont manifesté cet après-midi à Paris à l'appel des organisations de jeunesse. Le campus de Lille est bloqué, lui, pour la 2e journée consécutive. On est venu pour montrer que c'est une lutte qui va être longue, qui va devoir durer, que la grève, que ce soit dans les facs, pour soutenir en fait le mouvement de grève dans les entreprises, elle va devoir être reconductible. Mais Elisabeth Borne oppose une fin de non-recevoir aux syndicats qui ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation samedi. Il faut que chacun s'écoute. On a beaucoup bougé dans le projet de réforme. On continuera à être à l'écoute aujourd'hui des parlementaires, puisque le débat est désormais au Parlement. Face au gouvernement, qui reste droit dans ses bottes, certains opposants à la réforme veulent durcir le mouvement. Ce matin, plusieurs centaines de militants de la CGT Énergie ont privé d'électricité le Stade de France et le chantier olympique de Seine-Saint-Denis. On va débattre autour de cette réforme des retraites. On continue de cette idée d'une France à l'arrêt pour commencer, et de la mobilisation de mardi, évidemment, avec Stéphanie Villers. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes conseillère économique chez PwC France. Maxime Quijoux, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Spécialiste du syndicalisme et du travail et chercheur au CNRS. Anne-Charlène Bézina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste. Et Bruno Coquet, bonsoir. Bienvenue, docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Mardi, la plus forte mobilisation depuis le début de ce mouvement. Plus de monde que lors des 5 premières journées. Entre 1 280 000, ça c'est le chiffre des préfectures, du ministère de l'Intérieur, et puis 3 500 000 selon l'intersyndicale, qui ont donc manifesté mardi. Stéphanie Villers, on peut parler d'une mobilisation historique? Le terme n'est pas galvaudé. Sur quoi peut-elle déboucher maintenant, si on essaye de se projeter un peu sur le capital que représente une telle mobilisation? Mais on voit bien que même si la réforme passe et est votée, ça va être compliqué d'avoir l'adhésion de l'opinion publique. C'est-à-dire que les 2 ans supplémentaires, la rue exprime son mécontentement. Et en fait, on voit toute la problématique de la communication du gouvernement autour de cette réforme. Parce qu'il y avait quand même des arguments à donner, des arguments comptables, mais aussi objectifs, compte tenu de notre démographie. Je rappelle que le système de répartition est basé sur notre démographie, c'est-à-dire notre espérance de vie et notre taux de fécondité. Donc il y avait de vrais arguments tangibles, mais pour autant, en fait... Donc elle était défendable, elle a été mal défendue, c'est ce que vous nous dites. Elle a été, oui, absolument, elle a été mal proposée, parce que derrière, en fait, une équation comptable, le gouvernement n'a pas réfléchi aux solutions à mettre en place, notamment pour les seniors en emploi. Ouais, on y reviendra évidemment, on a 1 heure devant nous, donc il y a le temps de développer et de détailler beaucoup de thèmes. On reviendra sur l'essence même de cette réforme. Je ne suis pas sûr que vous disiez qu'elle est défendable, donc je vous donnerai l'occasion d'en débattre un peu plus tard. Mais je reste sur cette première thématique on va essayer de se projeter dans la foulée de cette mobilisation très forte. Il y a différents scénarios ou scénarii, Maxime Quijoux, dans les prochains jours. L'essoufflement en fait partie, c'est pas le seul. Oui, alors simplement, pour revenir quand même sur ces dimensions historiques, je pense qu'elles sont importantes. C'est la mobilisation qui a le plus réuni, pour certains commentateurs, le plus de monde depuis plusieurs décennies. Donc je pense que c'est important, le maintien de l'unité syndicale, des cortèges massifs est toujours ancré dans les territoires. Je pense que c'est quelque chose d'important. Il y avait 280 villes mobilisées, selon les syndicats. Ça augmente tous les jours. Oui, tout à fait. L'élargissement du mouvement également. Il y a les éboueurs qui sont rentrés dans la bataille, les dockers.
Chose qu'on a moins entendue, les travailleurs de la sous-traitance qui se sont mobilisés de façon massive, presque autant que le reste du salariat, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui était voulu. Les syndicats cherchent à sortir de ces grèves par procuration et visiblement, ça commence à prendre forme. Soutien populaire, il y a un sondage qui est sorti récemment dans l'Humanité, 65% des Français sont pour la grève reconductible. Et enfin, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand même le soutien médiatique. On voit que la plupart des éditorialistes s'accordent sur 3 points, le succès de la mobilisation, le caractère trompeur finalement de la retraite, on pourra y revenir effectivement, et l'attitude incompréhensible, voire irresponsable du chef de l'État. Moi j'ai été très surpris d'entendre des éditorialistes, y compris sur des chaînes qui a priori seraient plutôt, en tout cas, favorables à la réforme, avoir cette attitude-là. Je ne sais pas quelles sont les chaînes favorables à la réforme. Bon, alors en tout cas, certains éditorialistes... Je ne les ai pas forcément identifiés. Alors mais bon. je reformule mon propos, des éditorialistes qui ne seraient pas a priori forcément favorable à des blocages, à une France à l'arrêt. Alors je repose ma question sur la suite. Parce que sur l'essoufflement, je ne sors pas ça comme ça de mon chapeau. C'est vrai que, par exemple, la RATP annonce une nette amélioration du trafic demain, sauf sur une ligne, qu'il y a une des raffineries bloquées, celle d'Essonne, ExxonMobil, qui a été débloquée, les expéditions de carburant qui reprennent. Je ne tire pas de plan sur la comète, mais voilà, c'est l'un des scénarios. Alors absolument, effectivement, l'essoufflement, c'est l'hypothèse qui vient à l'esprit de tout le monde. Alors il n'y a pas eu trop de répression pour l'instant, mais si le mouvement se durcit, on peut supposer qu'il y aura une répression qui va pouvoir un peu décourager les gens. Il y a le coût de la grève, on en a beaucoup parlé, effectivement, ça constitue un obstacle important pour la continuité de la grève. Dans certains secteurs, ont déjà été en grève l'année dernière. Donc il y a beaucoup de secteurs qui ont déjà eu un coût assez élevé d'un point de vue économique. Et puis cette stratégie des journées saute-mouton, au bout d'un moment, on va peut-être voir un essoufflement. Mais il y a une autre hypothèse, peut-être à laquelle on va revenir. Sur la radicalisation. Absolument. Alors ça, je vous laisserai en parler tout à l'heure, si vous le voulez bien. Je ferai que tout le monde puisse prendre la parole une première fois. Anne-Charline Bézina, il y a la stratégie de l'intersyndicale. On le voit depuis le début, c'est vraiment passionnant. C'est de dater, de choisir les moments de journée d'action les plus fortes. Les prochaines, c'est 11 et 15 mars, en fonction du calendrier parlementaire. Pour l'instant, est-ce qu'on peut dire que ça marche? Moi, j'ai un doute, mais bon. Il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'en tout cas, le mot d'ordre, c'est la popularité. Ce que ne veut pas perdre l'intersyndicale, c'est cette idée d'avoir un soutien de la base, d'avoir un soutien même bien plus large que la base syndicale et de rendre plus facile, par exemple, le fait de manifester pour les jeunes mamans, de rendre plus facile la manifestation en proposant le samedi, d'essayer de durcir mais sans perdre complètement l'opinion. En fait, on voit bien qu'on est dans une stratégie cohérente finalement de continuer à séduire, et donc je pense que c'est notamment vraiment ça le premier mot d'ordre. La question de savoir si ça suit bien ou mal il y a une sorte de décalage entre ce qu'on entend par exemple ici au Sénat et ce qu'on voit dans la rue, quoi. C'est-à-dire que... on a eu par exemple, je trouve, dans cette semaine en particulier des clichés particulièrement tristes, je trouve, pour notre démocratie, où on voit un article 7 qui passe dans la nuit dans la deuxième de nos assemblées parlementaires, pas la moindre, la plus conservatrice. On se rend compte que finalement, on arrive à obtenir un débat sur la question et un vote, et le même jour, on est avec une France à l'arrêt, donc avec beaucoup de gens qui finalement sont hostiles à cette réforme, vont la vivre comme un sacrifice, et donc il y a nécessairement un hiatus qui est en train de se créer et de s'élargir sans arrêt entre la représentation nationale qui finalement suit le jeu normal, il faut le dire, le jeu normal d'une discussion parlementaire, là où finalement il n'y a plus aucun suivi par les personnes qui vont recevoir cette réforme. Donc c'est vrai qu'on est dans un moment où la démocratie souffre un peu forcément de ce décalage, et où il faudra penser à l'après. Quelles seront les solutions pour arriver à renouer le dialogue? Si ce texte est retiré, est-ce qu'il y a encore une légitimité pour ce gouvernement qui en a fait un mot d'ordre? Si ce texte n'est pas retiré, est-ce qu'il y aura encore une connexion populaire avec les élus qui pourtant peuvent tout à fait se justifier de la légitimité démocratique? Il y a vraiment une crise qui est en train de se jouer. Bruno Coquet, même question que je formule un peu différemment. Est-ce que vous voyez le mouvement grandir ou s'éroder? Je ne peux pas faire de prévision. Non, il y a un point, c'est le slogan. Il y a quelques semaines, le slogan qui est celui de la réforme aujourd'hui, sauver le régime par répartition, qui serait une espèce de Titanic, là. C'est ce que disait Gérard Larcher il y a quelques minutes sur ce plateau. Donc il y a un point déjà, le système par répartition, là c'est une réforme paramétrique qui serait censée le sauver. Moi je pense que par rapport à la mobilisation sociale, le système par répartition c'est avant tout un contrat social.
entre des générations, hein, et puis entre des catégories de personnes, évidemment. Donc on parle de contrat social, d'un côté. Et puis de l'autre côté, on parle d'une réforme bassement paramétrique, enfin assez peu imaginative, avec quelques petits dispositions sucrées ici ou là. Bon, en fait, on est sur quelque chose d'assez bizarre. On parle du fond et en même temps, on discute de quelque chose d'assez triste, dont on ne voit pas très bien où il nous mène, puisque tout le monde dit, d'ailleurs, tout le monde est d'accord, il faut recommencer avant 2030. Et puis après, il y a le contexte. Pour répondre à vos questions, je pense que c'est un autre point important, en plus du contrat social, c'est finalement cette réforme, elle intervient dans un contexte qui était assez inattendu, d'inflation extrêmement forte, de revendications salariales, de rapport au travail. Enfin, on voit bien qu'il y a tout un tas de sujets qui arrivent et finalement qui vont peut-être être traités par une loi travail, oui, et finalement dont on aurait aimé qu'il soit traité avant, inverser le calendrier, de manière à ce que la retraite ne résolve pas tous ces problèmes qui existent plus ou moins dans le monde du travail et que finalement on essaye d'expliquer qu'on va résoudre par la retraite et en fait on va rien résoudre du tout. Donc du coup, pour répondre à votre question, que va-t-il se passer ? Je ne fais pas une prévision de chiffres dans la rue, mais il y a ce contrat social, ouais, donc c'est un problème, deux mondes parallèles, comme vous l'avez dit justement, avec le Parlement qui fait son travail, qui discute d'une loi, mais de l'autre côté un mouvement dans la rue et il n'y a pas de contact entre les deux, hein. Les leaders des syndicats ont bien dit on n'a pas eu de coup de téléphone. Et puis de l'autre, ce contexte économique et social qui va durer. Hein, on n'en a pas fini avec l'inflation, on n'en a pas fini avec les salaires et avec des revendications diverses et variées. La France est-elle à l'arrêt ? Tiens, je vais vous proposer de répondre à cette question dans un instant. Pas vraiment, reconnaît le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, c'était ce matin sur France 2. C'était une formule, en tout cas la France, elle est largement ralentie et ça va continuer. Et je vous l'ai dit, ça ne peut que s'amplifier si on continue à avoir autant d'indifférence et autant de mépris du côté du pouvoir. Alors, on reparlera de la demande qui avait été faite d'être reçue par le président de la République et la fin de non-recevoir, évidemment, parce que ça me semble également un élément important dans ce hiatus dont vous nous parliez. Mais quand même, Stéphanie Villers, à quel point la France à l'arrêt ? C'était entre guillemets la promesse, même si Philippe Martinez nous dit que c'était une formule. Mais à quel point le télétravail et finalement aussi l'inflation dont on parlait, sont je vais être volontairement provocateur, des briseurs de grève. C'est-à-dire à quel point ça rend un mouvement social comme celui-là finalement compliqué à imposer dans un pays comme la France. On voit bien en Ile-de-France, à peu près, il y a 40% des emplois qui peuvent être télétravaillés. Donc véritablement, si auparavant il suffisait de stopper les transports pour déstructurer une activité économique, eh bien maintenant, depuis le développement du télétravail, depuis la crise Covid, eh bien, il y a des solutions. Les entreprises ont pu s'organiser. Donc les entreprises en souffrent moins, en tout cas dans les départements où le télétravail est généralisé. Oui, et les salariés, parce que effectivement, on se rappelle pour certains, pour les plus âgés de 95, aller se rendre au travail, c'était quand même une sinécure. Donc là, on n'est plus dans cette situation où globalement, collectivement, on doit faire face à un pays à l'arrêt. Et on le voit bien, de toute manière, il n'y a pas les entreprises sont inquiètes sur la durée de ce mouvement. Il ne faudrait vraiment pas que ça dure trop longtemps, mais n'empêche que pour l'instant, c'est pas devenu une problématique. Ils sont effectivement plus alarmés sur la situation de l'inflation que ce blocage lié à la réforme des retraites. Bruno Coquet, les entreprises pourraient moins souffrir des conséquences de cette grève grâce ou à cause du télétravail. C'est un constat de réalité. Et puisqu'on se pose la question autour de cette table de la longévité du mouvement social, c'est un élément de l'équation important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr. Après, il y a la perception. Alors, je vous dis, j'ai un chiffre en tête de mémoire, mais les grèves de 1995, c'est 0,2 points de PIB sur un trimestre. Donc, on va se dire que c'était un arrêt gigantesque, mais que le résultat n'est pas effrayant. Et donc, du coup, effectivement, là, on est dans un contexte un petit peu différent. Le télétravail, pour un certain nombre de professions, résout le problème. Et puis, peut-être aussi que les gens sont un peu organisés depuis les gilets jaunes, la crise sanitaire. Enfin, c'est un peu le bazar tout le temps. Donc, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont des solutions de secours. On voit bien que les commerces continuent quand même de tourner plutôt bien. Enfin, pour le moment... Et donc, ça veut dire que le discours mettre la France à l'arrêt ou mettre l'économie
l'économie française à genoux. On a aussi entendu ça de la part de leaders CGT. Il est quoi? Il est dépassé? Alors, le risque, c'est un blocage des centres d'activité, c'est-à-dire c'est blocage des raffineries, blocage dans les transports. C'était le risque de ne pas pouvoir achalander la distribution, par exemple. Donc là, il y a un pouvoir de nuisance qui existe, hein, mais pour l'instant, il n'est pas mis en application. Il serait peut-être aussi mal perçu. Et pour revenir sur 95, effectivement, pendant un trimestre, il y avait une baisse de 0,2% du PIB qui a été totalement rattrapé le trimestre d'après. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Les entreprises, elles sont presque habituées en fait à ces phénomènes de grève, avec ce phénomène hyper puissant qui était en 1995 et qui finalement n'a pas laissé trop de traces dans l'activité économique. Aujourd'hui, la France à l'arrêt, c'est des camions sur les ronds-points. On voit bien que c'est ça. Ça, on a vécu une grève comme ça dans le passé. On voit bien que ça, c'est un point plus critique, surtout avec ce qui est devenu la logistique aujourd'hui. Ouais. Maxime Kijou, il y a l'inflation aussi. On en a parlé autour de cette table. Je voudrais vous entendre. Les caisses de grève, ça marche comment et ça permet de tenir combien de temps? Oula, c'est une question compliquée, hein, puisque en fait, il y a une gestion qui est extrêmement décentralisée. Il y a plusieurs caisses de grève en fonction des fédérations, en fonction des établissements. Ouais. Mon sentiment, c'est que c'est avant tout une mesure symbolique, hein, qui va pouvoir permettre, dans certains cas, de pouvoir un peu alimenter certains secteurs qui seront le plus à l'avant, en fait. Et ça comble pas forcément le manque à gagner d'une journée de grève, c'est ça, hein, d'accord. Il y a des calculs qui ont été approximativement réalisés qui montrent que ça peut couvrir 10 € par jour par salarié et pas l'intégrité des grévistes. Donc on est très très loin de pouvoir couvrir l'ensemble en fait du coût de la grève pour les salariés. Ça veut dire que c'est uniquement, pardon, j'espère, je cherche pas à vous coller, mais que ce sont les grévistes syndiqués qui vont pouvoir en bénéficier? C'est comme ça que ça fonctionne pas nécessairement? Ah non, pas du tout. D'accord. Moi, je pose de temps en temps, j'ose des questions de Béotia. Hein, je pense que c'est extrêmement important pour la pédagogie. Effectivement, non, ce sont l'ensemble des grévistes. Si c'est réduit au seul syndiqué, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et de sens non plus. Anne-Charline Bézina, est-ce que le gouvernement compte sur le phénomène dont on est en train de parler dans sa stratégie, c'est-à-dire, oui, finalement, on est dans une époque où le télétravail s'est généralisé et c'est sans doute structurel, il y a de l'inflation, espérons que ce n'est que conjoncturel. Est-ce que dans la stratégie gouvernementale, pour faire passer cette réforme, il y a ça? Alors, je fais un petit comeback avant de vous répondre. D'abord sur la question de la France à l'arrêt et surtout de l'économie à genoux. Je pense vraiment que c'est ce dogme-là qui est le plus affaibli des deux. C'est vraiment cette idée de ne pas produire de richesse, d'essayer de bloquer un petit peu l'avancée de l'économie dans une période où justement les Français craignent pour leur pouvoir d'achat, qui était une revendication qui, là, pour le coup, aura quand même beaucoup moins de réalité avec ce qu'on a dit du télétravail, parce que justement, depuis le Covid, les moyens de productivité sont quand même bien développés. Donc je pense que là, c'est tout à l'heure, c'est un peu dépassé comme formulation. C'est-à-dire qu'au fond, celle-ci va reposer sur un facteur qui est très intéressant, qui est celui de l'adhésion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des personnes motivées pour ne pas télétravailler, pour ne pas finalement produire avec des moyens facilités. Et donc du coup, là, on renouvelle la question de l'adhésion au mouvement et de la volonté de blocage. Donc là c'est quelque chose de différent. Et justement, ça répond à votre question. Le gouvernement compte évidemment là-dessus, parce que moins vous avez de gens qui sont enclins à manifester une volonté de bloquer, c'est-à-dire même avec des moyens facilités du télétravail, etc., essayer de montrer un soutien à la grève et donc de se mettre finalement en situation de conflit de travail et de contestation sociale. Oui, ça va un peu avec la stratégie d'Emmanuel Macron Gilets jaunes finalement, c'est de se dire la contestation sociale va s'épuiser, et c'est notamment en commençant avec un discours comme celui de Gabriel Attal qui nous a dit c'est finalement la France qui se lève tôt que vous allez défavoriser puisque les cols blancs pourront télétravailler. Donc ça commence à diviser les Français, ça commence à essayer de marginaliser le mouvement. Et évidemment, cette stratégie-là et celle du gouvernement, c'est de se dire je capitalise sur l'idée que les Français vont finir par ne plus adhérer à la popularité de ce mouvement. Et allez-y. Je peux juste ajouter un élément parce que effectivement, la parole est le plus libre possible autour de cette table, j'espère bien. Je reviendrai. Juste une chose, c'est qu'on se focalise beaucoup sur le télétravail. Effectivement, c'est une dimension, mais il y a une dimension sociologique derrière le télétravail. Et c'est-à-dire que les collectifs sont beaucoup plus atomisés. On sait qu'autrefois, c'était
les assemblées générales qui étaient un facteur de mobilisation important. Ah oui, c'est intéressant. Donc c'est plus difficile de mobiliser aussi. Et forcément. Et chez soi, on va voir, il y a des logiques d'entraînement en fait dans les mobilisations, dans les assemblées générales. Laurent Bain, dans une interview sur Contretemps, l'explique, le leader de la Fédération des cheminots, explique qu'ils ont beaucoup plus de mal à mobiliser désormais en raison en fait non seulement de l'éclatement lié aux réseaux sociaux, mais aussi du télétravail. Et il y a un autre point que mais les réseaux sociaux, pardon de vous interrompre, ils ont aussi permis la mobilisation, par exemple, des Gilets jaunes. Donc, ça a été un outil de mobilisation aussi. J'ai l'impression qu'on est à la charnière de nouvelles formes de mobilisation. C'est-à-dire que les syndicalistes sont peut-être à la fin d'un cycle en termes de répertoire d'action collective et qu'ils ont besoin finalement, qu'ils sont en train peut-être de s'adapter à des nouvelles formes de liens sociaux en fait et de liens sociaux dans le monde du travail et que progressivement il va falloir s'adapter. Mais l'autre point sur lequel je voudrais insister aussi sur des dimensions sociologiques pour moi c'est pas vraiment un échec d'arrêt de cette journée à l'arrêt. J'ai pas exactement dit ça. Alors disons. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est finalement si un mouvement social peut être aussi efficace qu'avant. C'est ça le chapitre. Alors, en termes d'efficacité, on peut s'interroger. En tout cas, c'est le sens de votre question. C'est comme ça que j'interprète. Il y a une autre dimension par rapport à 95. C'est qu'en 95, le salariat était pas complètement différent, mais en grande partie différent. C'est-à-dire que c'était beaucoup de fonctionnaires. Depuis, il y a beaucoup plus de contractuels, avec un rapport beaucoup plus distant à l'entreprise et au collectif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les salariés ont peut-être un peu moins cette culture de la mobilisation. En tout cas, cette culture de la mobilisation est en train de se transformer. Et dernier point sur lequel je finirai, c'est qu'il y a quand même un point important dans cette réforme, c'est-à-dire qu'elle vise les futurs embauchés. Et ça peut constituer un frein et à l'élan et à la durée de la solidarité. Forcément, quand on est directement concerné comme ça s'était passé en 2019, forcément on se mobilise plus puisqu'on a envie de conserver ses droits, qu'on a légitimement acquis au moment de signer son contrat ou de passer son concours, par exemple dans la fonction publique. Quand ça concerne des futurs embauchés qu'on ne connaît pas, selon des modalités... Donc, je lève peut-être un tabou, mais je pense que c'est aussi un facteur qui peut démobiliser en partie à un moment. On en reparlera tout à l'heure des régimes spéciaux, puisque c'était l'une des questions qui était évoquée aujourd'hui au Sénat. On attendait un amendement de Bruno Retailleau. Finalement, si j'ai bien compris, il va être décalé dans le temps. On continue de parler de la stratégie de l'intersyndicale et de la responsabilité du blocage. Évidemment, pour l'intersyndicale, c'est le gouvernement qui porte ses responsabilités. Tiens, écoutez cette réaction du secrétaire général de Force ouvrière en Ille-et-Vilaine. Il manifestait mardi à Rennes. On est dans un bras de fer et effectivement, il faut mettre toutes nos forces. On a manifesté 5 fois, ils n'ont rien entendu. Il y a eu des mobilisations phénoménales aux 4 coins de la France, aux 4 coins du département. Ils n'entendent rien. Ces gens-là n'entendent que le rapport de force. Donc il est temps de passer dans le dur maintenant. Et on n'est pas maître du calendrier parlementaire. On a 15 jours pour gagner au maximum. Donc c'est la grève reconductible et le blocage. Il n'y a pas d'autre solution et c'est Macron lui-même qui nous a emmenés sur cette voie-là. L'intersyndicale qui a demandé à être reçue par Emmanuel Macron, la Première ministre a répondu pour lui en renvoyant les leaders syndicaux vers le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Bruno Coquet, depuis le début, le décor y est posé, il semble assez immuable, en tout cas du côté du gouvernement, c'est 64 ans, 43 annuités, c'est pas négociable. Donc pourquoi Emmanuel Macron ouvrirait sa porte s'il n'a rien à négocier? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, enfin, le point, c'est que, pour tirer le fil de ce qui s'est dit avant, quand même, c'est que s'il y a des nouvelles manières de revendiquer, de protester, il y a aussi peut-être des nouvelles manières d'écouter. Intéressant. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, qui me semble assez inédite, c'est que c'est cette absence de contact. C'est pas l'absence de concession ou le trop-plein de concessions, mais l'absence de contact, y compris par des conseillers. Philippe Martinez comme Laurent Berger l'ont dit tous les deux là, il y a quelques jours. Oui, alors qu'on sait dans les mouvements précédents, il y avait évidemment des conseillers, un conseiller social à l'Élysée qui jouait un rôle important, M. Soubi, qui pouvait être appelé par le leader de la CGT pour dire bon allez, on va peut-être signer la fin du mouvement, faites-nous une concession. Ça se jouait
aussi comme ça, on le sait, quoi. Qui sont appelés tout le temps. Oui. Et tout ça se place aussi dans une séquence qui est un peu curieuse. C'est-à-dire, on dit le président de la République a promis pendant sa campagne. Bon, c'était quand même assez évasif par rapport à ce qu'on a. Oui, si, quand même. C'était 65 ans, c'était clair. C'est peut-être la seule réforme que les Français ont retenue, d'ailleurs. On ne parlait pas du nombre de trimestres. Enfin, il y avait un certain nombre de. Enfin, c'était. Alors, ça ne peut pas être précis, mais c'était pas clair. Ouais. Après, on n'a pas été dans une négociation. Ça, c'est vrai. L'étude d'impact de la loi, elle arrive au mois de février. Le dossier de presse, en grande partie faux d'ailleurs, du 10 janvier, tout ça n'a pas été mis sur la table des concertations, puisque ce n'était pas des négociations. Et finalement, on a plutôt l'impression que c'était quand même des réunions autour du thé, quoi. On se demande de quoi les gens ont bien pu discuter si l'étude d'impact est parue 2 mois plus tard. Ouais. Et donc, du coup, on a cette chose bizarre, on a l'impression quand même que rien n'a jamais été discuté. Ouais. Alors qu'il pourrait y avoir, d'habitude, il y a toujours des ballons d'essai dans la presse, il y a des choses, on discute de choses un peu concrètes, on est d'accord, pas d'accord, et on s'engage sur une voie. Là, non, on n'a pas l'impression que ça s'est passé comme ça, et donc du coup, il est quand même assez surprenant que de voir l'absence de contact et l'absence d'audience pour cette revendication un peu particulière du moment. Oui, Anne-Charline Bézina, vous êtes d'accord, il y a un manque de relais, alors c'est peut-être une volonté politique de la part du gouvernement ou de l'Élysée avec les leaders syndicaux, évidemment. Alors, je vous rejoins aussi lorsque vous disiez, voilà, il n'y a pas de concession tellement possible à partir du moment où, en fait, dès le départ, on avait un président et un gouvernement qui nous disaient, voilà, nous, ça sera 64, et puis l'allongement des durées des cotisations, et l'intersyndicale qui nous disait, bah, nous, ça sera tout sauf l'un et l'autre. Mais, et puis, les premières concessions, elles ont été faites au LR très vite, en plus. Mais je rejoins quand même sur l'absence totale de contact, ne serait-ce que, on nous a parlé de faire de la pédagogie. Bon, peut-être que les premières personnes avec lesquelles il fallait en faire, c'était les leaders syndicaux, et peut-être essayer même ne serait-ce que de montrer un petit peu que la porte était ouverte. Et je rejoins aussi sur un autre point, c'est l'effet de teasing du 10 janvier. Qu'est-ce que ça pouvait apporter de constructif au dialogue, puisque du coup on s'est retrouvé déjà avec un temps parlementaire tellement contraint que, comme vous le disiez, les concessions au LR ont été obligées de se faire, je crois, la veille du démarrage de la discussion à l'Assemblée nationale dans un entretien aux Parisiens, et on se dit c'est bien dommage quand même dans une réforme de cette ampleur. Je rappelle que quand même dans les pays scandinaves, parfois on met 2 ans à voter une réforme des retraites pour arriver à mettre tout le monde d'accord, mais au moins on a ce consensus, on n'a pas cette image non plus d'une France bloquée qui est incapable de se réformer, parce que je pense qu'il faut quand même au moins avoir des voies de discussion. Stéphanie Villard. Je vous rappelle qu'au départ, avec cette réforme, c'était ce qui était annoncé par le gouvernement, il devait y avoir un excédent de 19 ou 18 milliards d'euros, et puis finalement il y a eu quand même des concessions, puisqu'on arrive de nouveau à un petit déficit de 600 millions avec les ajustements qui ont été proposés. Donc, je ne veux pas du tout être porte-parole de qui que ce soit, mais il y a eu quand même des aménagements qui ont été faits. Il n'y a pas été... Mais est-ce qu'ils ont été faits plus en direction des LR, en prévision de ce débat au Sénat en ce moment, que de l'intersyndicale, d'une certaine façon? Alors, l'intersyndicale, effectivement, ça, c'est pas discutable. Je pense que pour Emmanuel Macron, il y a véritablement cette réforme gravée dans le marbre à adresser à l'ensemble des pays, de nos pays partenaires. C'est oui, on est capable de se réformer, oui. C'était dans mon mandat, je vais pouvoir réformer les retraites et décaler l'âge de départ à la retraite. Je pense que de toute manière, ça, c'est quelque chose qui lui semble incontournable vis-à-vis, moi je pense, vis-à-vis de Bruxelles et vis-à-vis des marchés financiers. Et il peut faire des petits ajustements à droite à gauche. C'est pas grave, en fait, s'il y a un déséquilibre du système in fine en 2030. Ce qu'il veut, c'est une communication vis-à-vis de l'extérieur, à dire la France est capable de se réformer. Et après, ça devient encore des équations comptables. De toute manière, c'est que des équations comptables depuis le départ. Il n'y a pas véritablement de réforme des retraites. On est quand même dans le rafistolage du système pour essayer de le rendre à l'équilibre. Alors, les débats continuent en ce moment même dans l'hémicycle, et on va régulièrement y rejoindre Alexandre Poussard, qui est en direct de la tribune de presse. Alexandre, on va parler un peu de stratégie politique avec, je l'évoquais tout à l'heure, un amendement sur les régimes spéciaux qui a finalement été repoussé. Bref, les sénateurs LR continuent de jouer les maîtres des horloges.
Effectivement, Thomas, les sénateurs, les Républicains jouent avec l'ordre d'examen des amendements de cette réforme des retraites. Alors effectivement, ce matin, le Sénat devait débattre de la suppression de certains régimes spéciaux de retraite. Une suppression qui est prévue par la réforme du gouvernement. On le rappelle, la réforme du gouvernement supprime certains régimes spéciaux de retraite, notamment pour la RATP, les transports parisiens, les industries électriques et gazières, mais seulement pour les nouveaux salariés qui vont entrer dans les entreprises concernées à partir de 2023. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Et le patron de la droite sénatoriale, Bruno Retailleau, veut faire sauter cette clause du grand-père et que cette suppression des régimes spéciaux, qu'elle concerne également certains salariés actuels des entreprises concernées. Donc c'est cet amendement qui devait être débattu ce matin, mais cet amendement, il fait polémique. Le gouvernement y est fortement défavorable car il estime que cela va mettre de l'huile sur le feu de la mobilisation sociale. Donc surtout, il ne faut pas voter cet amendement. Et coup de théâtre, ce matin, eh bien, la droite sénatoriale a décidé de reporter l'examen de cet amendement sur la suppression des régimes spéciaux à plus tard dans ce texte de la réforme des retraites. Alors ça a mis en colère la gauche sénatoriale qui était prête à débattre des régimes spéciaux, mais la droite a esquivé le débat. Écoutez la réponse de Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes. Alors que M. Retailleau, hier, nous a fait une très grande diatribe en disant « vous, les obstructeurs », je résume, eh bien, vous utilisez les arguties pour ne pas aller au débat ce matin. Je tiens à le dire, nous étions prêts à ferrailler Monsieur le Président du groupe LR. Et aujourd'hui, vous décalez votre intervention. Je trouve cela vraiment extrêmement déloyal à l'égard du bon déroulement de nos travaux, et la sincérité de nos débats est toujours très importante, y compris par rapport à d'éventuels recours devant le Conseil constitutionnel. Donc nous sommes prêts, je vous rassure, même après l'article 13, nous ferraillerons contre cet amendement qui est totalement inique, injuste, notamment pour les travailleurs de ces entreprises qui vont être supprimées en termes de retraite. Merci à vous. Alexandre, bon, on le voit, les tensions sont montées d'un cran aujourd'hui entre la droite et la gauche. Effectivement, Thomas, on le voit depuis quelques jours, il y a des moments de tension sur ces débats avec la droite du Sénat qui joue avec le règlement pour accélérer les débats, la gauche qui joue avec des dizaines, des centaines d'amendements pour justement ralentir les débats. Il y a des tensions, mais ça reste plutôt cordial. Mais en revanche, cet après-midi, eh bien, on a franchi un cap dans la tension des échanges entre les deux côtés de l'hémicycle. Il y a eu une véritable altercation entre la présidente de séance, la sénatrice Les Républicains Pascale Gruny, et le sénateur socialiste Yan Chantrel. Regardez cette séquence. C'est pas la présidence qui parle, c'est la présidence de la droite, on dirait, mais bon. On voit en tout cas. Vous pouvez demander une suspension de séance. Monsieur Chantrel, je reprends la parole, Monsieur Chantrel. Monsieur Chantrel, s'il vous plaît, je reprends la parole. Jamais vous pourrez dire ça. Jamais. Tant mieux. Ici, je suis présidente de séance pour tout le monde. Merci. Alors maintenant, je vous demande de faire votre intervention et d'essayer de garder le calme. Alors, votre intimidation ne marchera pas, merci. Je sais que vous essayez de nous bâillonner, de nous intimider depuis hier. Dans la totalité du règlement, M. Chantrel, il y a un article 95 qui dit très clairement que toute provocation, toute atteinte à la présidence de séance entraîne la censure, voire l'exclusion du Sénat. Et voilà, la droite sénatoriale qui menace d'expulsion un sénateur de gauche. Ça arrive très rarement ici à la Haute Assemblée. On voit que les débats sont de moins en moins feutrés. Et d'ailleurs, la droite sénatoriale, comme le gouvernement, a dénoncé cet après-midi, je cite, la mélenchonisation de la gauche sénatoriale. Et ça n'a pas plu aux sénateurs socialistes. Merci Alexandre Poussard. On vous retrouve évidemment un peu plus tard dans ce débat. Anne-Charlène Bézina, est-ce que le côté un peu électrique finalement de l'époque finit par
déteindre, même au Sénat. Mais exactement, et c'est vrai qu'en entendant les échanges un peu énergiques, on se rend compte que la culture du Sénat, qui est plutôt celle du compromis, du temps, finalement est ici complètement changée. Mais il faut rappeler quand même que l'origine, c'est l'article 47.1. C'est le véhicule législatif du projet de loi de financement rectificatif qui laisse tellement peu de temps. 50 jours au total. Voilà, on a une stratégie du Sénat qui consiste à dire on souhaite proposer un vote global, parce qu'il faut le savoir, de toute façon, tant qu'on n'arrive pas à voter l'intégralité du texte, voter 1 ou 2 ou 3 articles ne servira absolument à rien. Donc le Sénat a cet objectif final de dire on veut proposer au moins un vote d'au moins d'une de nos 2 assemblées sur ce texte. Si cet objectif doit arriver à son terme, malheureusement, on ne peut pas le faire dans le contexte d'une discussion sereine et apaisée, parce qu'il faut nécessairement maîtriser la montre. Et dans ce contre-la-montre, finalement, on voit bien que les sénateurs ne sont pas habitués à ce genre de pratique un petit peu directive de la part du président de séance. On a fait un appel que je trouve toujours bienvenu au principe de clarté du débat parlementaire et à la saisine du Conseil constitutionnel, où je suis très heureuse que cette jurisprudence pénètre le Cénacle des assemblées. Mais encore une fois, le véhicule législatif lui-même fait qu'on ne peut pas avoir la sérénité habituelle de nos débats. Alors, sur les régimes spéciaux, je veux bien ouvrir un chapitre de ce débat. Stéphanie Villers, est-ce que, vous disiez tout à l'heure, cette réforme, elle est défendable, elle a été mal défendue. Est-ce que les régimes spéciaux, ça vous semble logique de les supprimer avec la clause du grand-père, ou alors en allant plus vite, comme le propose, enfin, ou va le proposer, on verra bien, le sénateur Bruno Retailleau? Alors, je vais parler en comptable et en économiste. Oui, il faut les supprimer. C'est ce qui coûte cher. C'est l'épine dans notre système. C'est ce qui fait que notre système est largement déficitaire. Il faut rappeler quand même qu'il y a des caisses de retraite, notamment du privé, ce qu'on appelle Agirc Arco, qui sont... déjà qui ne peuvent pas être déficitaires et qui sont même plus qu'excédentaires, parce qu'ils ont une réserve de plus de 60 milliards. Donc il y a des systèmes dans notre système qui ont eu une gestion extrêmement rigoureuse, d'autres en fait qui les régimes spéciaux, c'était des départs à la retraite très tôt, avec une population d'actifs qui diminuait de plus en plus. C'est-à-dire qu'on avait de moins en moins de cheminots et par contre on avait financer des cheminots à la retraite qui étaient en nombre et qui partaient très jeunes. Je caricature, il n'y a pas que les cheminots, mais enfin, comme ça, on peut comprendre rapidement. Donc, et c'est ces systèmes-là qui véritablement déséquilibrent sur le long terme notre système par répartition. Donc, vous dites c'est économiquement, en tout cas, logique de Après, ce sont des choix politiques, mais économiquement, c'est la bonne voie. Bruno Coquet, votre avis? Ah oui, ça fait partie des choses qu'on aurait dû discuter dans une vraie réforme. Voilà. On parle de sauver le système. Donc sauver le système, ça veut dire quand même que tout le monde se serre la ceinture, puisque c'est ça qu'il faut faire. Et en particulier, on fait converger les règles. Alors, est-ce qu'on les fait converger dans 40 ou 70 ans? Clairement, non. Parce que... l'argument qu'a employé Olivier Dussopt, qu'emploie un certain nombre de gens qui défendent les régimes spéciaux, j'inclus là-dedans la fonction publique au sens large, enfin les fonctions publiques au sens large, on ne va pas réviser le contrat de travail de ces gens-là. Mais dans le privé, c'est ce qu'on fait. Tous les gens qui travaillent dans le privé, on révise leur contrat de travail maintenant. Et donc, du coup, cet argument-là ne tient pas. Donc, on pourrait le faire, mais dans le cadre d'une vraie réflexion et d'un effort partagé. C'est ce que vous nous dites, c'est ça? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est acceptable dans les régimes spéciaux? C'est la pénibilité. Fondamentalement, ce que les gens comprennent, c'est que des régimes spéciaux se justifient pour des métiers pénibles, où on peut mourir tôt, où on ne peut pas travailler longtemps, etc. En revanche, quand à la RATP ou dans les régimes de bus des villes de province, on n'a pas les mêmes conditions de départ en retraite, c'est un problème. Un comptable de la SNCF, il n'est pas plus épuisé qu'un comptable d'une entreprise privée. Et donc, du coup, ça peut se discuter. C'est-à-dire un trade-off, il y a une demande sur la pénibilité, y compris dans le secteur privé. Donc, on traite la pénibilité, tous secteurs confondus, on fait converger les règles, et de l'autre côté, du coup, on fait aussi converger les règles en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de situation un peu privilégiée, héritage du passé, dans certains régimes, puisqu'encore une fois, il s'agit de sauver le régime et le contrat social. Donc, c'est jouable, mais il faut discuter avant.
Ouais. Maxime Kijou, vous nous disiez tout à l'heure que finalement la suppression de la clause du grand prêt, la suppression des régimes spéciaux pour ceux qui vont arriver à partir du 1er septembre, c'était un ferment aussi de division et qui pouvait jouer sur la longévité du mouvement. Mais au-delà de ça, est-ce que ceux qui subsistent sont anachroniques ou pas? C'est-à-dire RATP, EDF, etc. Alors, c'est une question compliquée. Est-ce qu'ils sont anachroniques? Moi, je pense qu'il faut mettre en place des véritables négociations. Effectivement, je pense que les gens qui sont les premiers concernés par ces régimes spéciaux ont beaucoup de choses à dire, probablement beaucoup de choses à proposer sur leur propre régime de retraite et qu'il faudrait peut-être leur ouvrir la porte, les accueillir et avoir une discussion un peu générale. Mais je pense que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des questions de société. C'est pas simple. Est-ce qu'ils y sont prêts? Bien sûr, les syndicats, la plupart des syndicats, la plupart des fédérations ont toujours des propositions, contrairement à l'image qu'on veut véhiculer des syndicats. Ouais. Les syndicats ont toujours des propositions et d'ailleurs ils se fatiguent eux-mêmes de dire mais attendez, on a un ensemble de choses à proposer, on n'est pas simplement dans la contestation, y compris Philippe Martinez. Donc je pense que on voit bien qu'il y a un problème en fait démocratique et de concertation, de consultation, de réflexion collective en fait sur le devenir de ces régimes spéciaux et de la retraite en général. Après, je veux juste souligner un point, c'est qu'on a des problèmes de recrutement dans toutes les fonctions publiques. On a un gros problème là-dessus. Alors, il y a des questions de salaire, évidemment, mais il y a aussi, peut-être, c'était aussi un peu la carotte quand on rentrait dans ces secteurs où les carrières étaient quand même relativement peu attractives, c'était de dire, au moins, je vais pouvoir partir relativement tôt, dans des conditions plus ou moins favorables. Et aujourd'hui, on voit bien que cette carotte n'attire même plus. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce point-là, parce qu'on va vers une catastrophe aussi en termes de recrutement. Vous êtes d'accord, Sylvie Verts ? Au niveau macro, là où il y a le plus de pénurie de main-d'œuvre, c'est dans les secteurs privés, avec une pénibilité. Alors, c'est plutôt le secteur de l'hôtellerie-restauration, on en a entendu parler après la crise Covid. Les gens ne veulent plus travailler en horaire décalé au salaire horaire, au taux horaire qu'on leur propose. Et c'est la même chose aussi pour les aides-soignantes qui ne sont pas des fonctionnaires et qui sont en horaire décalé et qui doivent travailler du lundi au dimanche. Donc sur les 305, il y a à peu près 350 000 actuellement postes vacants en France. C'est beaucoup plus que dans le secteur public. J'entends bien, mais moi je serais favorable à créer des régimes spéciaux pour ces gens-là aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Un mot à Charlie Bézina et je vous redonne la parole. Oui, peut-être un point. Justement, on a parlé depuis tout à l'heure de ce qui pourrait être justifiable ou pas dans cette suppression des régimes spéciaux et on tourne en fait autour de l'argument clé qui est vraiment historiquement celui des Français, c'est l'injustice sociale en fait. Et c'est vrai que je pense qu'on est tard dans ce débat pour poser cette question de la suppression des régimes spéciaux, mais finalement on retombe un peu sur le problème de pédagogie. Si on avait peut-être parlé de ça plus tôt et notamment justifié ça par des conditions d'égalité ou par, comme vous le disiez, économiquement, l'idée que c'est ça qui pose des problèmes, peut-être que des choses auraient été vraiment possibles à partir du moment où vous tablez sur cette question de la justice et de l'égalité pour lesquelles les Français sont prêts à se battre. Et voilà, si on avait abordé cela avant, peut-être qu'on aurait pu trouver des voies de dialogue un petit peu plus claires. Bruno Coquet, vous vouliez intervenir ? Oui, c'est vrai. C'est juste, dans la fonction publique, typiquement, il y a des problèmes de recrutement, on le sait, dans l'enseignement, on sait que dans les métiers de la santé, il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de salaire. Mais pourquoi le point est un blocage qui n'est pas discuté maintenant ? C'est parce qu'on essaye de résoudre, au travers de la retraite, des problèmes qui se passent durant l'emploi. C'est-à-dire que les salaires sont insuffisants dans les métiers que je viens de citer et dans certains autres, en particulier les métiers de la sécurité, enfin les métiers régaliens. Et donc, du coup, on voit bien que ce n'est pas possible et que ça crée forcément des points de blocage, quoi. Et donc, du coup, il faut discuter avant, tout simplement. Sur ce point, tous les régimes spéciaux ne sont pas visés aussi. Je veux dire, alors là, ça rejoint le point que vous étiez en train de souligner, c'est-à-dire que, alors ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a plein de régimes spéciaux quand même qui ne sont pas visés, y compris celui des sénateurs. Par exemple, alors je pense que c'est pas le plus coûteux. C'est un régime, mais c'est pas que des questions économiques, c'est des questions symboliques. Et vous avez raison d'insister là-dessus. Un petit peu aussi technique, c'est vrai que ça n'aurait pas forcément été possible pour les sénateurs, les députés, les ministres et le président de la République, puisque c'est dans des lois organiques. Bon voilà, je ne vais pas être démagogue. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a d'autres régimes, il y a la police, il y a la Comédie Française. Donc ça donne un peu une image un peu incompréhensible. C'est-à-dire que. Mais j'entends ce que vous dites. Mais ce que je reprends, c'est peut-être l'absence en tout cas de compréhension d'un effort collectif avec cette réforme. C'est ce que vous nous dites. Par exemple, les retraités actuels eux-mêmes ne sont pas mis à contribution. Ils pourraient l'être.
Oui, c'est vrai. Les retraités pourraient être mis à contribution. Alors, c'est pas la tradition. La difficulté, c'est qu'effectivement, on dit, voilà, ça a été une génération dorée, ils ont eu accès à l'emploi, au logement, ils ont une belle retraite, ils n'ont pas payé beaucoup de cotisations, super. Sauf que si on le fait maintenant, ça va concerner qui ? Pas massivement ceux qui sont déjà à la retraite, mais massivement ceux qui vont partir et qui déjà subissent la réforme. Donc il faut faire attention à la dynamique de l'argument. Autant quand on regarde le passé, on se dit oui, c'est un peu logique, il faudrait bien qu'ils payent un jour. Mais quand on regarde le futur, y compris le futur proche, on se rend bien compte, déjà puisque on sait bien, comme vous le rappeliez tout à l'heure, qu'il va y avoir un ratio actif sur retraité qui va diminuer. Or, on maintient la dépense dans le PIB. Ce que ça veut dire, c'est que les retraites vont baisser par rapport au niveau de vie moyen des autres, enfin des actifs de manière générale. Et donc du coup, il faut faire assez attention à ce que l'argument qui serait approprié pour les générations jusque-là ne l'est pas forcément là dans les quelques années qui viennent. Stéphanie Villers, et ensuite on retourne dans l'hémicycle. Quand on a voulu effectivement cibler sur les retraités d'aujourd'hui avec la hausse de la CSG en 2017, 2018 avec Emmanuel Macron, ça a été quand même mal perçu à la fois par les retraités, mais aussi par une grande partie de l'opinion publique qui était contre en fait cette hausse de la CSG qui devait permettre aux salariés du privé de ne plus payer les cotisations chômage qui ont été supprimées, et il fallait en fait rebasculer. Donc tout le monde a eu cette hausse de la CSG et notamment les retraités, et ça a été très mal perçu. Ça s'est même traduit économiquement parce qu'on a vu un essoufflement de la consommation à partir de l'annonce de cette hausse de la CSG. Donc il y a une incidence économique pour ce genre de mesures. Allez, comme promis, on retourne dans l'hémicycle avec Alexandre Poussard dans la tribune de presse. Rebonjour Alexandre, avec un amendement défendu par les sénateurs LR sur les carrières des mères de famille qui a été adopté cet après-midi, c'est ça ? Effectivement, Thomas, on l'entend beaucoup dans ce débat sur la réforme des retraites. Les femmes seraient les perdantes de cette réforme du gouvernement, car elles doivent travailler un petit peu plus longtemps que les hommes. Elles ont des pensions de retraite qui sont plus basses. Elles ont des carrières hachées. Et donc, pour donner un petit coup de pouce aux mères de famille, la droite sénatoriale a proposé une surcote des pensions de retraite des mères de famille qui ont une carrière complète à partir de 63 ans. Et si elles travaillent jusqu'à 64 ans, eh bien, elles auront une hausse de leur pension pouvant aller jusqu'à 5%. Alors, pour la droite sénatoriale, cet amendement, il a aussi un objectif de relance de la natalité française. Écoutez Bruno Retailleau. C'est un élément fondamental parce que l'impensé de la réforme du gouvernement, c'est la démographie. Un régime par répartition, c'est un régime justement de transition démographique et intergénérationnelle. Les femmes sont déjà les grandes perdantes, puisque, vous l'avez tous souligné, les mères de famille encore plus, puisqu'on écrase les trimestres de majoration avec les 2 années de recul. C'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas penser l'avenir de notre régime sans une politique familiale qui soit une politique familiale vraiment vigoureuse et volontaire. Alors du coup, cet après-midi, un débat très intéressant s'est ouvert entre les sénateurs de gauche et les sénateurs de droite sur la natalité dans notre pays. Et pour certains sénateurs de gauche, faire reposer cet enjeu démographique sur les femmes, les inciter à faire des enfants, c'est une politique rétrograde. Écoutez l'écologiste Mélanie Vogel. Pour moi, la famille n'est pas une valeur. La famille, c'est une institution. Et comme toutes les institutions, c'est pas un gros mot institution, excusez-moi, je sais pas ce que c'est le problème que vous avez avec le mot institution. C'est une institution comme toutes les institutions, ce sont des constructions sociales et comme toutes les constructions sociales, elles ont vocation à évoluer. Et nous avons le projet de faire évoluer la famille pour qu'elle soit moins concentrée sur l'idée que la famille est une affaire de femmes, que les femmes sont là pour faire des enfants et pour s'en occuper. Et voilà, donc au terme de ce débat, la majorité de droite et du centre du Sénat a voté en faveur de cette surcote des pensions de retraite des mères de famille, avec l'apport de certaines voix de sénateurs de gauche qui estiment que cette mesure était quand même bonne à prendre pour les mères de famille. Et notez que cette surcote, elle devrait rester dans la version finale de la réforme des retraites, car les sénateurs, les Républicains en font une ligne rouge pour soutenir cette réforme des retraites, et puis le gouvernement y est favorable. Dernier mot, Alexandre, le Sénat a également débattu aujourd'hui du dispositif carrière longue.
Effectivement, le dispositif qui prévoit des départs anticipés pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Alors dans le débat, beaucoup de sénateurs ont estimé que c'était une véritable usine à gaz. Je vais essayer de vous l'expliquer. Il y a plusieurs bornes d'âge pour prévoir ces départs anticipés. Les Français qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront, s'ils ont tout leur trimestre cotisé, eh bien partir à 58 ans. Pour ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans, ils pourront partir à 60 ans. Et pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans, ils pourront partir à 62 ans. Et notez que cet après-midi, le Sénat a voté une nouvelle borne d'âge dans ce dispositif carrière longue. Les Français qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans. C'était une concession faite par le gouvernement, notamment sous la pression du député Les Républicains Aurélien Pradié. Et puis une autre mesure qui a été votée par le Sénat aujourd'hui et qui concerne ces carrières longues, eh bien les Français qui sont nés entre 1962 et 1963 et qui ont commencé à travailler tôt, ils pourront partir dans un départ anticipé aux conditions actuelles et ne sont donc pas concernés par cette réforme des retraites. Bravo, franchement Alexandre, pour quelqu'un qui dort aussi peu depuis une semaine, c'était particulièrement clair. Merci à vous, merci aussi à Quentin Calmet qui assure les directs et évidemment à toutes les équipes de Public Sénat et de la rédaction .fr qui est sur le pont depuis et qui le sera encore jusqu'à dimanche. On ne peut pas prendre tous les thèmes, moi je vais me concentrer sur les carrières des mères de famille, carrières des femmes. Stéphanie Villers, est-ce que vous reprenez à votre compte le fait que les femmes sont les grandes perdantes de cette réforme ? Alors, non, moi je pense que les femmes sont les perdantes pendant la vie active et ça se répercute en fait sur au moment de la retraite. Hein. La réforme des retraites ne pourra pas changer ce qui se passe pendant l'activité oui, même la surcote, l'amendement qui a été voté par la majorité, ça ne peut pas rattraper le en moyenne, une femme à la retraite gagne 40% de moins qu'un homme. Alors oui, maintenant ça va peut-être être un peu moins grâce à ces 5%, mais on voit bien que ça compense absolument pas en fait l'écart qui existe entre un retraité homme et une femme à la retraite. Ensuite, pour considérer qu'une hausse de 5% de la retraite va permettre de relancer la natalité, je pense qu'on se trompe de débat. Il faut voir qu'il y a quand même une évolution dans notre société. Depuis les années 70, en fait, le taux de fécondité des femmes a baissé. Pourquoi ? Parce qu'elles ont massivement intégré le marché du travail. Aujourd'hui, on est à 1,7 enfants par femme. Est-ce que réellement on peut demander aux jeunes filles est-ce que c'est dans leurs objectifs d'avoir une famille nombreuse. Donc la réalité, en fait, il faut la considérer telle qu'elle est. Hein. Telle qu'elle est, c'est si on arrive à maintenir un taux de fécondité autour de 2, c'est déjà bien, parce que je rappelle quand même qu'on a un des taux de fécondité les plus élevés de l'Union européenne. Qui, malgré sa baisse, reste l'un des plus élevés. Ah oui, on est à 1,7, sachant qu'en Allemagne, c'est 1,4, voire bientôt 1,2. Donc, Maxime Kijou, vous comprenez les sénateurs, sénatrices de gauche qui ont voté l'amendement proposé par les LR ? C'est quand même un petit progrès ? Écoutez, j'ai pas suivi, donc je préfère pas. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci, vous avez le droit. Elle est suffisamment complexe cette réforme pour pas forcément tout suivre du début à la fin. Bruno Coquet, vous dites que cette réforme, elle est une malédiction, je vous cite, pour cette génération. J'ai vu ça dans une tribune. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on a annoncé qu'on résorbait le déficit en 2030, ça veut dire qui résorbe le déficit ? Alors après, il se passe des choses, parce qu'on a remonté l'âge de la retraite de 2 ans. Donc, mais avancer le nombre de... avancer d'une part, rehausser l'âge pour les générations, y compris immédiates, et d'autre part, augmenter le nombre de trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein, fait que, mécaniquement, toutes les économies réalisées d'ici 2030 portent sur les générations qui partent à la retraite d'ici 2030. Donc ça fait 100 milliards, enfin un peu moins, autour de 80 milliards d'euros. Les mesures sucrées ne diminuent pas, mais elles augmentent ce coût, parce que ce n'est pas les mêmes qui vont bénéficier des mesures sucrées et qui vont perdre de leurs droits. Donc du coup, on voit bien qu'on a une réforme qui pèse massivement sur les 7 générations à venir. Et là-dedans, en particulier, comme on le disait sur les femmes, alors avec toujours cette caractéristique qu'on essaye de résorber un problème de marché du travail
par une disposition dans les retraites, dont on n'est pas sûr que d'autre part qu'elle sera durable, puisque dans les jeunes générations, les écarts sont moindres entre hommes et femmes, et donc du coup il n'y a pas forcément besoin de dispositions spécifiques, et surtout de dispositions incompréhensibles. Moi je ne sais pas qui a compris l'histoire de la surcote, sans compter qu'on a oublié que les trimestres pour les enfants, il y avait des trimestres de maternité, mais des trimestres d'éducation qui peuvent se passer entre les deux parents. Donc du coup ça veut dire, est-ce que si la mère passe des trimestres au père, le père va-t-il pouvoir partir à 63 ans? Je vous ai laissé conclure parce que c'est suffisamment complexe. Si je vous interromps au milieu, on va vraiment plus rien comprendre. On n'y comprend rien. Est-ce que c'est pas le lot de toute réforme des retraites? Non. Si on commence à balayer l'escalier par le haut, c'est-à-dire à poser l'ensemble des problèmes, on en a évoqué quelques-uns, les régimes spéciaux, l'intergénérationnel, les femmes, etc., on voit bien qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui peut faire l'objet de combinaisons ou d'échanges, et où sont les points durs. Et là, on en est à mettre des pansements, des surpansements, des rustines sur un truc extrêmement fade. Anne-Charlène. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'enjeu politique, en fait. C'est-à-dire que pourquoi la carrière des femmes et les carrières longues? Parce que c'est les deux seuls points, avec les 1 200 € dont on a beaucoup entendu parler à l'Assemblée nationale. Et donc le Sénat passe un petit peu de pommade. On est vraiment dans le côté sucré, comme on le disait. J'ajoute aussi qu'on a parlé de mettre en réalité uniquement avec le phénomène de la retraite. Et je vous rejoins largement. On a par exemple un système fiscal qui est encore fondé sur l'idée qu'on gagne des parts qu'à partir du moment où on a un 3e enfant. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que dans la réalité pratique, la justice sociale, elle est affaire de réglages suffisamment fins pour que cette pédagogie soit amenée bien avant ce débat parlementaire. Et on rejoint à nouveau cette idée que les concessions politiques font qu'aujourd'hui, ce projet n'a plus franchement la lisibilité qu'il avait au départ, et peut-être aurait-il dû gagner à être négocié avant sur ces points-là. Oui, alors je voudrais... on recevait, pour ceux qui nous ont rejoints au cours d'émission, le président du Sénat en tout début de séance publique, Gérard Larcher. Il a été critiqué depuis 24-48 heures sur l'utilisation d'articles du règlement du Sénat qui permettent d'accélérer les débats. Je simplifie notamment l'article 38, l'opposition de gauche qui se dit bâillonnée et l'accuse de partialité. On écoute la réponse de Gérard Larcher. Il s'agit en quelque sorte d'avoir un temps cadré pour examiner des articles. Ceci était issu d'ailleurs d'un retour d'expérience de texte, parce qu'il s'agit pour un président d'Assemblée, et j'assume cet article, puisque c'est sous ma présidence que cet article a été mis en place. Le rôle du Parlement, c'est vraiment, je le répète, de délibérer et de voter. Anne-Charlène Bézina, c'est quand même rare. C'était 2015, nous a dit Gérard Larcher. En effet, depuis qu'il a été révisé en 2015, c'est un peu le frère jumeau du temps législatif programmé qui existe à l'Assemblée nationale. Le Sénat ne l'avait jamais actionné. Donc c'est une première. C'est quelque chose auquel, en plus, on a parlé de la culture du Sénat tout à l'heure, et bien auquel les sénateurs n'étaient absolument pas rompus. Néanmoins, ce que nous dit le président ici, c'est que... avec le temps qui lui restait, il assume complètement l'idée de il veut faire voter la loi, restreindre le temps pour arriver jusqu'à l'objectif. Alors j'ajoute que normalement sur les textes financiers, justement, l'Assemblée nationale n'a pas le droit normalement d'actionner le TLP, le temps législatif programmé, pour laisser quand même un petit peu de temps à la discussion. Mais c'est vrai qu'ici, voilà, on voit bien que tous les artifices sont les bons pour essayer d'arriver à l'efficacité, à rationaliser un petit peu les choses dans ce temps-là. Et ça nous ramène à la discussion qu'on a eue. On a évoqué le 49.3, l'hypothèse que finalement le gouvernement doit en passer par un 49.3 à l'Assemblée, et les conséquences, et on va terminer là-dessus, que ça pourrait avoir justement sur la mobilisation et sur l'action des grévistes. Vous nous disiez tout à l'heure, Maxime Kijou, qu'il y avait quand même une crainte que le mouvement finisse par échapper aux leaders syndicaux. C'est une possibilité, ça? Alors, c'est une possibilité, et c'est une crainte sur laquelle alertent les organisations syndicales. Dans le communiqué qu'ils ont sorti, quand même, je vous lis juste une petite phrase. Pour nos organisations, cette absence de réponse de la part du chef de l'État constitue un grave problème démocratique, donc ça c'est un constat, mais surtout, il conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. Donc ça, c'est le communiqué intersyndical qui est quand même assez explicite sur l'alerte qui lance en disant « Attention, à un moment donné, on ne pourra peut-être plus maîtriser nos bases et le pays en règle générale. » Il faut faire très attention parce que l'épisode Gilets jaunes est pas très loin. Il pourrait inspirer des salariés
On a vu déjà des formes d'hybridation, on va dire, de formes de mobilisation sur les ronds-points, etc. On n'est pas à l'abri. La dernière fois, je crois qu'il y avait quelqu'un d'un institut de sondage qui expliquait que je crois que c'était 8 Français sur 10 qui craignaient une explosion sociale. Ah non, je crois que c'était lundi dernier dans votre émission. Je pense qu'on sent tous que ça sent un peu le... Oui, mais il y a aussi, on va pas citer tous les instituts de sondage, mais il y a aussi une espèce de lassitude, de fatalisme, je ne sais pas quel terme employer, qui s'exprime encore chez une majorité de Français qui se disent de toute façon la loi finira par passer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux sentiments un peu sentiments si on essaie de se projeter. Ils peuvent être contradictoires, ils peuvent se rejoindre. Absolument, c'est-à-dire que c'est la fatalité, la cause du désespoir qui peut être un levier de mobilisation, mais un levier de mobilisation qu'on ne pourra pas contrôler. Donc il faut vraiment faire très attention, et c'est ce à quoi appelle finalement le communiqué de l'intersyndicale en disant attention, on l'a vu en plus, c'est-à-dire qu'il y a eu des mobilisations l'année dernière qui ont complètement échappé aux organisations syndicales. Alors sur des bases très corporatives, etc. Mais c'est un risque sur lequel alerte. Laurent Berger l'a alerté encore une fois il y a quelques jours dans C'est ce soir, je crois. Stéphanie Villers. Oui, mais en fait, quand on regarde les différents sondages, on a quand même l'impression que la principale menace pour les Français, c'est l'inflation. Et je ne suis pas sûre qu'ils aient envie de véritablement se mobiliser sur le temps long pour la réforme des retraites. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils considèrent qu'à un moment, elle va passer. Et se mobiliser et faire grève, eh bien, ça a un coût. Et les Français, dans une phase inflationniste, se disent bien que ça va être compliqué de se mettre en situation d'arrêt. C'est terminé. Malheureusement, je suis désolé. Un tout petit mot, mais vraiment 10 secondes. Je l'ai dit tout à l'heure, et les mobilisations, effectivement, la grève peut-être, mais c'est ça qui va échapper peut-être. C'est comme on sera sur d'autres types de mobilisation qu'on ne pourra pas contrôler. On verra bien. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Encore une fois, et à bientôt sur Public Sénat. La rédaction, je vous le disais, elle reste mobilisée en direct sur le canal 13 et puis sur publicsénat.fr pour vous faire vivre de l'intérieur. Voilà, les séances au plus près ce soir, demain, pendant tout le week-end. Et puis demain, dans la matinale, tiens, votre prochain rendez-vous, l'invité politique d'Oriane Mancini, ce sera Éric Coquerel, le président insoumis, la France insoumise de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Belle soirée à toutes et à tous.